Indamant, tu es le neveu du dessinateur Bosc Oui, et depuis un certain nombre d'années, tu t'occupes de gérer cet héritage, son patrimoine depuis voilà, 2003. depuis 2003. Alors, tu peux nous rappeler qui est Bosc? Donc c'est le frère de ma mère et c'est un dessinateur humoriste, comme il s'appelait à l'époque, un des quatre piliers du dessin d'humour en France dans les années 50-60, avec Moz, Chaval, Bosc et Sampé qui est toujours là, le petit dernier. Mais tu veux que je raconte sa vie? Un petit peu, quelques éléments, oui. Ah, ben, tout a commencé en fait par un adolescent un petit peu malingre qui voulait devenir costaud comme les autres gars du village et qui pensait prendre la relève dans la propriété viticole de son père. Voilà. Et comme il a été réformé d'armée, en fait ça l'a vraiment agacé, donc il s'est engagé en Indochine. Et ce passage de 4 ans en Indochine lui a complètement brisé les nerfs. Comme il ne voulait pas porter une arme, il avait appris le morse, il est devenu chef radio et il courait toujours au front. C'est pour ça qu'on lui a quand même donné la médaille, comment on appelle ça? La croix de guerre. Ok. Il a reçu la croix de guerre, sur son livret c'est marqué parce qu'il était bénévole volontaire pour toutes les missions. Donc c'était quelqu'un qui allait vraiment de l'avant, mais sans fusil. Et malheureusement, la radio était située vers les tentes des tortures. Donc il a tellement entendu hurler et surtout des femmes hurler que ses nerfs ont lâché, quoi. Donc il a fait ses 4 années au Vietnam, il est rentré en France et là, sur le quai de la gare, il a dit à sa sœur qu'il attendait plus jamais je pourrais dormir et plus jamais je pourrais manger. Et en fait, ça s'est passé exactement comme ça. Il est rentré au mas familial et puis il ne pouvait même pas soulever une charrue, il ne pouvait rien. Donc il a bien vu que pour lui c'était fini l'histoire de devenir viticulteur. Sa sœur a essayé de l'entraîner aux beaux-arts. Le violon, la peinture, mais bon, il n'y a rien qui marchait. Et un jour, 4 ans plus tard, 4 ans de déprime quand même, hein, il est tombé sur un livre de Moz et ça lui a donné une idée. Il s'est enfermé pendant 2 mois dans sa chambre. Et 2 mois plus tard, il a appelé mon père parce qu'il pensait qu'il avait un sens critique, un sens artistique. Et ces 2 chambres étaient jonchées de dessins. Il y en avait partout, partout, partout. Il y en avait 250. Et il a demandé donc à mon père de lui dire ce qu'il en pensait. Ah ouais, super celui-là, oh bon, machin. Et il n'en perdait pas une. Ensuite, toute la famille était en bas et ils ont vu mon oncle descendre avec 2 valises, sortir, et puis ça sentait le roussi. Donc tout le monde est sorti en courant et en fait, tous les dessins qui n'avaient pas rapporté l'enthousiasme de mon père, il les a brûlés. Et c'est là qu'il a décidé de partir avec une 50aine de dessins sous le bras. Il a demandé à son père 2 semaines de sandwich et un billet aller simple pour Paris. En disant, voilà, de toute façon, je vais m'en sortir. Il est arrivé à Paris. Directement, il s'est assis sur les marches de Paris Match et il n'a plus bougé avec ses dessins comme ça. Et je raconte toute sa vie, hein. Et bon, il y a un mec qui est passé qui lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous vois là, je veux montrer mes dessins. Oh, mais des dessins, on en a jusque là. Je veux quand même montrer mes dessins et tout. Et au bout d'un moment, le gars, le voir toujours assis là, il lui a dit, venez dans mon bureau. Et c'est comme ça que pour la première fois,
un inconnu a fait la dernière page de Paris Match au mois de octobre, 22 octobre 1952. Voilà. Et le gars, il s'appelait Chaland, donc c'est pour ça qu'on a dit que Bosc avait pris le Chaland qui passe. Voilà. Pendant 17 ans, il a collaboré avec Paris Match, et c'est allé très vite, parce que déjà 4 mois plus tard, début 53, sur des livres américains dans le genre les meilleurs dessins du continent ou Best Cartoons from France, des choses comme ça, on trouve Bosc. Il n'a aucune biographie puisque personne ne le connaît, mais ses dessins sont là, 7 ou 8 dessins à chaque fois, donc c'est allé très vite pour lui. Il est monté en flèche, quoi. Et alors, comment tu qualifierais son humour par rapport à celui de Chaval, de Mauss ou de Sampé? Est-ce qu'on peut le... Alors, de trouver une différence à expliquer, ça c'est vachement dur quand même. Hein. Surtout que c'est très similaire. Bon, Sampé, non. Sampé, c'est bien complètement différent. D'ailleurs, Sampé l'a dit lui-même. Quand il écrivait à Bosc, qui disait « J'en ai marre de mon petit bonhomme », bon, il en a peut-être marre, mais son petit bonhomme, il lui a fait traverser toute sa vie quand même. Donc c'est le citadin qui ne sort jamais beaucoup, en fait, tous les dessins de Sampé. C'est le gars dans la ville, voilà. Et alors Bosc? C'est quoi ses sujets de prédilection? Bosc, en fait, la différence avec Bosc, c'est qu'il a touché à tous les thèmes qui existent. Il a vraiment pris un thème après l'autre et il a fouillé tout. Évidemment, les îles désertes, les bergers irlandais, fait tout ce qui existe, quoi. Et toujours sans parole, comme Mauss, sans parole. Comme Chaval aussi, bon. Leurs dessins sont très similaires. Mauss, Chaval, en fait, les dessins de Sampé sont chiadés. Et Bosc, il est arrivé très très vite au dénuement le plus total. Et c'est pourquoi on dit de lui qu'il dessine beaucoup plus avec sa gomme ou avec sa gouache blanche qu'avec l'encre de Chine. Voilà. Et tous ces premiers dessins, en fait, effectivement, il y a des... C'est camouflé. Il repasse à la gouache sur tout ce qui est superflu. Voilà quelqu'un qui est arrivé à ne représenter que l'essentiel. C'est pour ça que c'est frappant, en fait, les gags de Bosc qui sont frappants. Il n'y a aucune fioriture. C'est effacé. Voilà. Alors Bosc, c'est du dessin d'humour. Est-ce qu'il s'est intéressé quand même un peu à la politique ou tu dirais très peu? Donc, il y a eu une époque où on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il ne s'intéressait pas à la politique et il ne répondait jamais aux questions politiques. Quelqu'un lui disait « Mais tu en penses quoi, machin ?» Et il répondait « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc il ne parlait pas. Et pourtant, quand il est revenu du Vietnam, on a bien vu que là, ça l'avait frappé. Il est devenu très antimilitariste et la bêtise de l'armée, quoi, ça l'a complètement frappé. Et de là, de glisser vers la guerre du Vietnam, d'Algérie, exactement, et je pense que ça l'a quand même traumatisé, parce qu'il s'est mis à dessiner des De Gaulle. Mais il n'y a que des De Gaulle, à toutes les sauces, donc j'en ai à peu près 200 des dessins de De Gaulle. Et il y a cette critique, en fait, de tout ce que faisait De Gaulle, de tout ce qu'il disait, bon, surtout des mensonges, de l'hypocrisie, etc. Mais ça, on connaît. Ça a toujours été le cas depuis avec tous les, tous les leaders, quoi. Alors, Bosc meurt en 1973. Voilà. Et après, plus rien pendant des années et des années. On oublie Bosc, en fait. Et toi, oui. En 2003, tu décides de réhabiliter Bosc. Oui. Alors, ça consiste en quoi, ce travail-là? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Bon, je pense que on parle presque au passé maintenant, c'est-à-dire je l'ai fait. Voilà. Donc, ma mère n'avait jamais rien jeté de tout ce qui appartenait à Bosc.
Elle avait une grande armoire et dedans il y avait 1,50 m d'originaux, d'esquisses, de tout ce qu'on veut, plus tous les courriers, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait écrit, tout. Et moi je suis tombé là-dessus, mais il ne faut pas dire que rien ne s'était passé, parce que quand même dans les années 80, il y a eu des livres qui ont été édités. Quand même au Cherche-Midi ou à Zurich avec Diogenes, il y a eu quand même... ça a continué les publications. Des anthologies, des recueils. Oui, ça a continué, oui, oui. Moi, je suis tombé sur ce patrimoine et j'ai vraiment tenu à tout trouver. Donc, j'ai commencé par scanner tout ce qui existait en grosse définition pour pouvoir en faire des posters, le cas échéant. Et ensuite, très vite, je suis parti à Paris à la BNF. Et 8 heures par jour pendant 2 mois, enfin, je suis devenu fou, quoi. J'ai fouillé tous les vieux magazines de 52 à 73 qui ont été publiés en France. Et tous les dessins que je ne connaissais pas, je les ai photographiés. Retour à la maison, nettoyer à l'ordinateur, redessiner pour avoir une collection Bosc totale, complète, et pour pouvoir tout publier. Voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire. Moi, j'ai fait personnellement 4 livres. J'ai appris la mise en page, j'ai appris les liens entre les dessins, tout ça. Bon, ça prend beaucoup de temps. Un graphiste normal qui met 3 semaines pour faire un livre, bon, moi, mon premier, ça a pris 8 mois. Voilà. Parce que j'étais un peu maniaque. Mais bon, Bosc était maniaque de toute façon, donc il fallait garder son état d'esprit. Voilà. Tout ça aurait pu continuer si, il y a 3-4 ans, Bolloré n'avait pas racheté le Cherche-Midi. Bolloré ne supporte pas l'humour parce que ça ne rapporte pas, et donc la publication, du moins au Cherche-Midi, est arrêtée net. Alors oui, ça pourrait continuer si je trouvais un éditeur, mais bon, c'est pas si facile que ça. Voilà. Alors tu as quand même organisé un certain nombre d'expositions. C'est quoi les principales Ah, beaucoup, ah, beaucoup. Alors lesquelles tu as envie de retenir? Oui, non, mais par exemple, le Wilhelm Busch Museum à Hanovre, bon, il y est allé 3 fois. Moi, j'ai réussi à faire une exposition. C'est le centre le plus prestigieux au monde, en fait, pour le dessin d'humour. Hein. Alors, il y a Bâle, il y a le musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Qu'est-ce que je peux encore penser? Bon, il y a quand même une liste, il faut regarder sur, le site Bosc, quoi. Et là, tu en prépares une à Saint-Just-le-Martel. On va faire... bon, c'est la promesse de Corinne, on va faire la plus belle expo qui a jamais eu lieu, quoi. J'ai tout amené ici, hier, et on va exposer 620 dessins originaux, avec ses céramiques, parce que Bosc aussi, donc en 66, il s'est mis à faire des céramiques parce qu'il a rencontré un ami qui lui a appris voilà, comment faire. Bon. Et qui lui a laissé la clé du four. Bosc étant insomniaque, le matin, le gars le trouvait endormi sur sa table. Voilà. Il a un peu touché à tout aussi. En 68, il a essayé de faire quelque chose de complètement nouveau, avec la fleur dans tous ses états. Une espèce de Kama Sutra, très joli d'ailleurs, mais les éditeurs ont pris peur. C'était l'après 68, De Gaulle était en plein pouvoir, et donc là, comment on appelle? La censure? La censure était très forte. Voilà, donc, il ne pensait même pas le sortir, ce bouquin, et puis il s'est très peu vendu, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec le peuple français, mais ils ont vraiment changé d'optique. Entre le mois de mai 68 et le mois de décembre, il y a eu quelque chose quand même. Bon, voilà. Et petit à petit après, c'est revenu dans l'ordre, mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, tu as une collection de milliers de dessins de Bosc, des tas d'archives.
qu'est-ce que tout ça va devenir? Alors, bon, je vais être choquant, hein. Poubelle. C'est poubelle. Pourquoi? Parce que mes enfants ne sont pas intéressés. Ou alors il va falloir que je travaille énormément. Moi, bon, j'ai été frappé par une maladie auto-immune il y a 3 ans et je vois pas vraiment un avenir pour moi. Bon, je devrais pas dire ça, mais bon. À 72 ans, on a encore toute la vie devant soi, mais on ne sait jamais. C'est quelque chose de... Bon, c'est bizarre parce qu'en fait, je me retrouve dans le personnage de Bosque, en fait. C'est-à-dire que je n'ai plus d'énergie du tout, je ne peux plus faire plein de choses comme lui il y a 60 ans. Voilà, c'est bizarre, c'est comme ça. Alors, tous les directeurs de tous les musées de France me sollicitent sans cesse pour que je donne le patrimoine. Et moi, j'en ai tellement bavé. Ça a été tellement dur pendant ces 15 dernières années, j'ai travaillé jour et nuit quand même, là, j'ai rien fait d'autre, que j'ai du mal avec ça. J'ai du mal à leur dire prenez. Voilà. Je suis peut-être, je sais pas, on verra. Pour le moment, je refuse. Je cherche un acheteur. Voilà. Le Wilhelm Busch Museum avait acheté tout Ronald Searle en 2006. Il avait 94 ans, ils lui ont donné 1 million d'euros, quoi, ils ont tout pris. Bon. Alors, les Français ont fait un peu la gueule, mais c'est en Allemagne que tout est parti, puisque personne ici le voulait. Et l'année d'après, ils ont acheté tout Wechter. Et logiquement, c'était Bosque qui devait être acheté en 2008, et en 2008, blam, plus de mécènes, plus d'argent, plus de... Bon, c'est passé à travers quand même. Depuis 2008, ça n'est jamais revenu. Les mécènes ne sont jamais revenus. Alors on en est là. On en est là. Moi, bien sûr que je cherche une solution. Je ne sais pas si je peux parler de ça, mais il pourrait y avoir une solution en la personne de Gueluc, qui est un immense fan de Bosque et qui est en train de bâtir le musée du chat et du dessin d'humour à Bruxelles, un ensemble de 2500 mètres carrés, et qui pense que quand ce sera fini, sa première expo, ce sera du Bosque. Et en fait, il aimerait bien avoir un fond Bosque. Donc, il y a une possibilité là, mais le mois dernier, au téléphone, il m'a dit « S'il te plaît, tiens le coup jusqu'en 2025. » Voilà. Donc, ça c'est top. Évidemment, je parle un petit peu dans le vide, parce que je ne sais pas ce qui va se passer avec ce projet. Logiquement, tout ça va se faire. Gueluc, il est en pleine ascension, tout le monde parle de lui. Donc c'est bien. Alors ici, on me dit, il y a effectivement la possibilité aussi, comme ça va devenir la maison du dessin de presse, si c'est pas ici, c'est à Limoges, mais bon, dans l'ensemble de Saint-Just-le-Martel, que peut-être on pourrait faire des fonds ici. J'en ai pas encore parlé avec Corinne, ni quoi que ce soit, mais bon, voilà. Ok, bah écoute, on te souhaite de tenir jusqu'en 2025 au moins, et même beaucoup plus. Eh bien, merci bien alors. Merci.